Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la GGSP. Pour toi, c'est quoi le plus stylé entre la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté? Ok, et entre la Cité Interdite et les pyramides de Gizeh? Ok, et entre McFly et Carlito? Non, pardon, c'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, on va aborder cette question. En quoi le patrimoine contribue-t-il à la puissance des États? Le sujet est assez dense, donc on va l'aborder en 195 parties. Une par pays. Allez, let's go. Panique pas, hein. En vrai, il n'y a que 3 parties. Tout va bien. Partie 1. Le patrimoine, facteur de développement. Si on revient à la base de la base, pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, le patrimoine était privé, pas public. À la Renaissance, comme plein de gens s'étaient découvert une passion pour la Grèce antique, ils se sont aussi préoccupés de la préservation des œuvres de l'époque. Mais il a fallu attendre la Révolution française pour que la notion de patrimoine se précise. À l'époque, beaucoup d'œuvres de l'Ancien Régime ont été détruites. Le patrimoine est donc quelque chose d'hyper symbolique. Par exemple, à la base, le Panthéon devait devenir une église. Mais comme il y a eu la Révolution entre-temps, le projet est plutôt devenu un lieu de repos des grands hommes. On y a enterré Rousseau, Voltaire, ou même Victor Hugo, qui l'a rejoint directement à sa mort en 1885. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur les grands hommes, j'espère quand même que Rudy Gobert y sera enterré aussi. Aujourd'hui, le patrimoine représente l'ensemble des biens, matériels et immatériels, ayant une valeur particulière et devant être transmis aux générations futures. En plus de son importance symbolique, le patrimoine permet aussi d'identifier un territoire. Genre si tu vois la Tour Eiffel, tu sais que t'es à Paris ou à Las Vegas. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Après, les habitants du territoire s'approprient ce patrimoine. Parfois ça unit le peuple et parfois ça le divise. Par exemple, en Espagne, le Valle de los Caídos, elle se sent mal les deux espagnols là ou pas? Et bien ce monument, il avait été construit sous Franco pour enterrer les combattants morts pendant la guerre civile. Peu importe leur bord, nationaliste ou républicain. Donc là tout allait bien, tout le monde s'identifie à ce bâtiment, et puis Franco a été enterré dans le Valle de los Caídos, en 75. Et là tu t'en doutes, l'ambiance était un peu moins bonne. Ce n'est qu'en 2019 que le corps a été exhumé après des années de polémiques. Le patrimoine, c'est aussi un facteur de puissance à l'échelle locale, nationale ou internationale, parce qu'il permet d'attirer des touristes. Certains monuments accueillent des millions de visiteurs tous les ans, genre par exemple le château de Versailles, ou encore le Taj Mahal. Et des millions de touristes, ça a un gros impact économique. Comme le patrimoine est hyper identifié géographiquement, qu'il attire beaucoup de monde et qu'il permet le développement d'une région, il devient aussi un centre d'intérêt pour les puissances mondiales. Partie 2. Le patrimoine dans les relations internationales. Les objets de patrimoine servent carrément de vitrine à un pays. La patrimonialisation, c'est un petit peu chaud à prononcer, mais en gros c'est le fait d'établir que tel ou tel truc c'est du patrimoine, ça renforce vachement certaines cultures. Par exemple, la cuisine mexicaine fait maintenant partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Moi aussi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et ensuite j'ai cherché sur Google, et en France, les crêpes sont inscrites au patrimoine mondial. Encore une bonne raison pour les Bretons de ramener leur drapeau partout. Entre pays, le patrimoine sert aussi à affirmer sa puissance avec ce qu'on appelle le soft power. En gros, c'est montrer plus ou moins subtilement qu'on est plus stylé que les autres. Genre en 2017, Poutine est venu en France et Macron l'a reçu au château de Versailles pour manger des plats préparés par le chef Alain Ducasse. C'est tellement cliché. Je suis sûr qu'ils ont regardé Ratatouille après le repas. On peut aussi prêter le patrimoine pour tisser des liens avec d'autres pays. Par exemple, la France a donné son accord pour créer le Louvre d'Abu Dhabi. Alors remarque qu'il y a aussi la Sorbonne d'Abu Dhabi, le World Trade Center d'Abu Dhabi. Je me demande s'ils ont pensé au Abu Dhabi d'Abu Dhabi. Un genre de miniature de la ville dans la ville. Ça, ce serait fou. Le patrimoine, ça permet aussi de mettre en scène le pouvoir. Par exemple, Xi Jinping, alors qu'il opprimait le peuple ouïghour, s'est rendu à l'UNESCO. Aucun dirigeant chinois ne s'y était encore rendu. Une fois là-bas, il a appelé au respect des différentes cultures pour atteindre la paix dans le monde. Un peu cynique le gars quand même. Partie 3. Un patrimoine, source de conflit. Comme on l'a vu, le patrimoine, c'est quand même un élément assez important pour les États. Résultat, comme beaucoup d'autres choses, ça devient une source de conflit. Parfois, le conflit, il peut venir de la manière dont on exploite le patrimoine. Genre à Venise,
des associations essaient de limiter le nombre de touristes pour ne pas endommager encore plus la ville. Et forcément, les restaurateurs et les hôteliers ne sont pas vraiment ravis. Ce type de conflits-là, on les appelle des conflits d'usage. Pour préserver le patrimoine, il faut se donner un maximum de moyens pour le faire. On est d'accord. Mais parfois, il y a des dégradations accidentelles qu'on ne pouvait pas du tout prévoir. Et du coup, ça peut créer une nouvelle cause de conflit. Par exemple, sur la manière de rénover. Est-ce qu'on tente de faire de la nouveauté en se basant sur ce qui reste, ou est-ce qu'on doit tout reproduire à l'identique ? L'exemple le plus parlant de ce dilemme, je sais pas si t'as suivi, c'est sans doute le cas de la reconstruction de Notre-Dame. Pour finir, on va aborder le type de conflit le plus évident, mais aussi le plus badant, les guerres. Et ouais, pendant un conflit armé, le patrimoine aussi devient une cible. En 2001, en Afghanistan, les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui dataient du IIIe siècle. On vous dit pas merci les gars. Normalement, des conventions ont été signées entre les pays pour protéger le patrimoine et ne pas en faire une cible pendant les guerres. Sauf que ces accords-là, ils sont loin de concerner tous les États et toutes les organisations armées. Du coup, en 2014-2015, Daesh a détruit 28 sites historiques en Syrie et en Irak. Depuis, l'ONU a voté le fait de reconnaître comme crime de guerre la destruction du patrimoine culturel. Donc attention la prochaine fois que tu fais des crêpes à pas commettre de crime en faisant tomber une par terre. Conclusion. Le patrimoine, c'est bien un instrument qui permet aux États de montrer leur puissance et c'en est même un symbole. Donc forcément, dans certains des conflits modernes, il devient une cible. Et pour protéger ce patrimoine intemporel et mondial et réparer les dégâts causés, une coopération internationale est nécessaire. Mais notre patrimoine à nous, c'est le résumé et il commence maintenant. D'abord, on a fait un petit historique du patrimoine. On a aussi évoqué le fait qu'il était un marqueur géographique et un enjeu économique quand il s'agit de lieux touristiques. Ensuite, on a détaillé le fait que le patrimoine servait de vitrine au pays et quel rôle il jouait dans les relations internationales. Enfin, on s'est penché sur les différents types de conflits qui pouvaient naître autour du patrimoine, que ce soit en ce qui concerne sa gestion, sa rénovation, ou tout simplement quel rôle il joue dans le cas de guerre. Et voilà, plutôt simple comme chapitre, non ? Bon, en tout cas, si tu veux intégrer le Panthéon, je te conseille de bien bosser le bac et d'écouter un maximum de podcasts, parce qu'il y a du boulot. Si tu veux maximiser tes chances, tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Allez, bon courage, plein de force et à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.